Le premier exercice que je demandais à mes étudiants, c'était des créatifs. Je leur disais, représentez-moi le dialogue social comme vous voulez. Et ils faisaient quoi, du coup? Simulation d'une grève, donc ils envahissaient la salle avec des banderoles. J'avais simulation d'une négociation où à la fin tout le monde se tapait dessus. Ok. J'avais des personnes qui faisaient du micro-trottoir parce que c'était une période de grève et donc ils interviewaient des grévistes. Je n'avais que des représentations conflictuelles. Alors que le dialogue social, c'est des dizaines de milliers d'accords qui sont signés tous les ans. Et c'est aussi une promotion, une protection des travailleurs qui est fondamentale. Bienvenue sur Presque Confidentiel, la chaîne qui donne la parole des acteurs de terrain engagés qui font bouger les lignes du monde du travail. Marie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors Marie, tu es une experte du dialogue social. Tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu as d'abord un parcours académique puisque tu es professeur en droit social, tu es docteur en droit social. Tu enseignes à l'université, à la Sorbonne, tu enseignes dans plusieurs institutions. Donc tu es une référence clairement sur le sujet. Et puis depuis une quinzaine d'années, tu interviens en conseil auprès des entreprises. Donc ça veut dire que tu as aussi une vision extrêmement concrète, opérationnelle du dialogue social, puisque ça fait un moment que ton travail, c'est de conseiller des entreprises dans la mise en place d'un dialogue social qui soit constructif, positif, créateur de valeur. Et je sais que tu es porté par un certain nombre de convictions autour du dialogue social. Est-ce que, avant de rentrer dans le cœur de notre sujet, puisqu'on va parler de transition écologique dans quelques instants, mais avant d'en parler, est-ce que tu pourrais nous présenter ces quelques convictions qui guident ton action au quotidien ? Avec plaisir. Effectivement, le dialogue social, pour moi, c'est un peu de l'ordre de la passion. Et j'ai développé avec le temps un certain nombre de convictions, donc il y en a 4. Donc la première, c'est que le dialogue social est l'affaire de tous. La seconde, c'est qu'il est créateur de valeur. La troisième, c'est qu'il faut objectiver les enjeux pour sortir des dogmes. Et la quatrième, c'est que la pratique du dialogue social doit être continue. Merci Marie, c'était un petit peu rapide. Est-ce que tu peux nous détailler chacune de ces convictions en quelques mots ? La première, c'est le dialogue social, l'affaire de tous, c'est ça ? Oui, le dialogue social est l'affaire de tous. Quand on appréhende souvent le dialogue social comme l'affaire des organisations syndicales et des représentants du personnel, des DRH ou de leur direction des relations sociales. Ça va bien au-delà. Le dialogue social, c'est bien évidemment l'affaire de la direction de l'entreprise, dans la vision stratégique qu'elle porte, et qui va avoir un impact sur les conditions de travail des collaborateurs. C'est également l'affaire des managers, puisque à chaque fois qu'on va transformer une entreprise et à chaque fois qu'on va déployer un accord, il faudra que les managers se saisissent du sujet et participent de ce déploiement. Et c'est bien évidemment l'affaire des salariés. On parle aujourd'hui de dialogue social professionnel parce que les salariés sont bien évidemment partie prenante du dialogue social qui porte leurs revendications et leurs attentes. Merci de rappeler ce point qui à la fois est une évidence et en même temps en France on a le sentiment que le dialogue social ça se passe vraiment dans une pièce fermée entre 4 murs, que c'est très juridique, que c'est un peu conflictuel, là où effectivement ça devrait être l'affaire de tous. Effectivement, la vision du dialogue social qu'on a en France, alors comme tu l'as dit, j'ai beaucoup enseigné, et notamment dans un des enseignements que j'ai délivré pendant plusieurs années, le premier exercice que je demandais à mes étudiants, c'était des créatifs. Je leur disais, représentez-moi le dialogue social comme vous voulez. Et ils faisaient quoi du coup ? Alors, j'avais simulation d'une grève, donc ils envahissaient la salle avec des banderoles. J'avais simulation d'une négociation où à la fin tout le monde se tapait dessus. Okay. J'avais des personnes qui faisaient du micro-trottoir parce que c'était une période de grève et donc ils interviewaient des grévistes. Je n'avais que des représentations conflictuelles. Alors que le dialogue social, en fait, c'est des dizaines de milliers d'accords qui sont signés tous les ans. Et c'est aussi une promotion, une protection des travailleurs qui est fondamentale. Donc ce que tu dis, c'est qu'on a aussi besoin de changer un peu de regard sur le dialogue social pour avoir des représentations plus positives du dialogue social. Oui, c'est important. Tu avais une deuxième conviction ? Oui, ma deuxième conviction, c'est qu'il est créateur de valeur. Aujourd'hui, on est dans un contexte d'hyper-transformation. Donc tout bouge très vite. Les salariés sont quand même régulièrement chahutés. Et quand on transforme une entreprise, c'est important que le corps social comprenne ce qui est en train de se passer. Et le dialogue social, ça permet en fait de la pédagogie et ça permet aussi d'anticiper quelles vont être les réactions du corps social, où est-ce qu'il y a des points plus particulièrement à travailler pour que ça se passe mieux. Donc c'est fondamental en fait d'adresser ces transformations avec le dialogue social. En outre, depuis maintenant des dizaines d'années, le législateur considère qu'il faut des actions concertées pour mettre en place un certain nombre de grandes transformations. Donc c'est une obligation aussi. Très bien. Troisième conviction.
Troisième conviction, c'est que le dialogue, il faut objectiver les enjeux pour sortir des dogmes. Là, il faut que tu m'expliques. Alors, on peut avoir des représentations et des intérêts qui peuvent sembler divergents et qui, parfois, ne font pas que sembler être divergents, qui peuvent être divergents. Et donc, il est important d'expliquer où est-ce qu'on veut aller, quel est le diagnostic, se mettre d'accord. Il faut de la méthode dans le dialogue social. C'est pas juste deux neurones qui se connectent et quelqu'un qui est sympathique qui va parler avec d'autres personnes qui sont sympathiques. Et donc là, l'idée, c'est on travaille ensemble. Donc on va expliquer, on va faire preuve de pédagogie, on va se donner des moyens, on va positionner tout ça dans un calendrier social qu'on va inscrire dans l'année pour que la situation soit claire pour tout le monde. Donc ce que tu dis, c'est important de factualiser les débats, d'amener des faits, d'amener de la méthode pour sortir des postures. Tout à fait. Il faut travailler son dialogue social, il faut se donner du temps et des moyens. On intervient sur un certain nombre de projets qui sont complexes. On peut être en amont de la présentation aux partenaires sociaux. Nous, il y a des sujets qu'on travaille 6 mois à l'avance. Les partenaires sociaux, ils vont avoir 2 mois, 3 mois parfois, pour intervenir sur ce sujet-là. Donc il faut être très clair dès le départ et bien avancer sur le sujet petit à petit. Merci. Tu avais une dernière conviction sur le dialogue social ? Oui, la dernière conviction, c'est que vraiment la pratique du dialogue social s'inscrit dans le temps. Elle doit être continue. En fait, se souvenir qu'on a des représentants des travailleurs au moment où on a des restructurations, en général, ça ne va pas donner lieu à grand-chose. Donc ça va plutôt être conflictuel et ça va plutôt mal se passer. Le dialogue social, ça s'inscrit vraiment dans le temps. Il y a du in, il y a du off, il y a une relation de confiance qui peut s'instaurer dans le temps. Les représentants du personnel ne vont pas te donner blanc-seing à la direction. Donc il faut créer une relation de confiance dans le temps avec ses partenaires sociaux. Et en outre, j'ai vraiment la conviction, en France, c'est quand même complexe. C'est pas toujours facile de négocier un accord. Et quand on a négocié un accord, on se dit « cool, c'est bon, c'est fini ». Mais non, en fait. Pour moi, la signature d'un accord, c'est le commencement. Après, il va falloir le déployer. De par ton activité, tu es au cœur de l'actualité sociale. Et l'actualité sociale est particulièrement riche et particulièrement dense en ce moment. Mais aujourd'hui, tu voulais adresser un sujet qui ne fait pas partie forcément des négociations actuelles ou qui est un sujet qui est un peu oublié dans le dialogue social, qui est le sujet de la transition écologique. Alors pourquoi s'intéresser, enfin quel lien on peut faire entre transition écologique et dialogue social ? Parce que c'est a priori pas forcément intuitif. Alors ce n'est pas encore assez intuitif, je suis d'accord. Après, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais je voudrais quand même commencer par un chiffre. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 3,6 milliards de personnes qui vivent dans des situations de vulnérabilité en lien avec la transition écologique. Donc 3,6 milliards, c'est énorme. Et la transition écologique est nécessaire. Et on sait aujourd'hui que le changement climatique est la résultante de l'activité humaine. On va devoir changer nos modes de vie, nos modes de production et nos modes de consommation. On ne peut plus se permettre de rater une possibilité d'améliorer les choses. Le GIEC, dans son dernier rapport, mettait en exergue qu'à force de tarder à agir, la fenêtre de tir pour améliorer ou rendre simplement un futur viable est en train de se refermer. Pour moi, le dialogue social, c'est vraiment un levier. C'est un levier dans cette période qui est extrêmement complexe et charnière. Parce que le dialogue social, c'est pas uniquement les négociations annuelles obligatoires sur les salaires, qui ont lieu tous les ans. C'est pas uniquement l'arbre de Noël qu'on fait avec le comité social et économique. Le dialogue social, c'est tous les sujets contraires à la marge générale de l'entreprise. C'est les orientations stratégiques, c'est la politique économique, c'est la politique sociale, c'est des milliers d'accords qui sont signés tous les ans. Et donc, ce sont autant d'occasions à saisir pour adresser le sujet de la transition écologique. Et c'est indispensable. Mais du coup, pour toi, l'enjeu, ça serait de faire en sorte que cette question de la transition écologique fasse partie du dialogue social. Concrètement, ça passe par quoi ? Ça veut dire des accords dédiés à la transition écologique ? Ou bien est-ce que ça veut dire avoir des échanges, des formations sur la transition écologique en associant les partenaires sociaux ? Enfin, comment concrètement adresser cette question de la transition écologique dans le cadre du dialogue social ? Alors, déjà, pour ceux qui n'iraient pas par conviction, à un moment, il va falloir y aller par contrainte. Parce que le cadre évolue. Et le cadre va continuer à évoluer. Le sujet de la transition écologique est devenu un sujet obligatoire dans un certain nombre de sujets en matière de dialogue social. Mais ce que tu mettais en exergue est important. Il y a plein d'actions possibles. Bon, à un moment, il faut y aller. Peu importe finalement dans l'ordre où on y va. C'est pas mal de se former en premier quand même. Ouais. Voire de faire une formation commune en premier, c'est utile.
Ok. Formation commune, ça veut dire mettre dans une même salle représentants du personnel, direction, responsable RH, pour partager un vocabulaire commun, un référentiel commun autour du sujet, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, les formations communes, c'est se dire qu'on ne va pas former d'un côté les RH et de l'autre côté les représentants du personnel, c'est qu'on va se former ensemble sur un sujet qui n'est pas simple. Et c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est déjà de se créer un langage commun, d'être d'accord en fait sur des notions fondamentales. Donc c'est une première base de dialogue. Ensuite, le sujet de la transition écologique, pour le faire monter dans le dialogue social, il y a des moments clés. Un des moments clés, c'est le moment de l'information-consultation sur les orientations stratégiques. Ok. Voilà, qui peut être obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés. Mais concrètement, à ce moment-là, l'entreprise doit expliquer quel est son business, la vision de son business, les orientations de son business, les incidences de son activité sur les conditions de travail et sur la transition écologique. Donc là, c'est un sujet qui doit remonter en force et qui doit être mieux explicité et où il faut faire preuve de pédagogie. Ensuite, il peut y avoir des accords qui sont dédiés à la transition écologique, mais pour moi, la meilleure façon de faire, c'est de se dire le fil rouge, enfin un des fils rouges ou un des sujets auxquels on doit systématiquement penser, c'est la transition écologique. Je parle de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Eh bien, à quel moment, en fait, les enjeux de transition écologique ont un impact et vont avoir un impact sur l'emploi de mes collaborateurs? Je parle santé-sécurité. À quel moment la transition écologique va avoir un impact ou le changement climatique va avoir un impact sur la santé-sécurité de mes travailleurs? Je parle conditions de travail, je parle télétravail, je parle intelligence artificielle. Beaucoup de sujets, en fait, sont en lien et soulèvent des questions en lien avec la transition écologique. C'est clair, et on peut par exemple prendre l'exemple des périodes de canicule qu'on est amené à vivre de plus en plus souvent. Les périodes de canicule, pour un certain nombre de travailleurs, ont un impact direct sur leurs conditions de travail. Oui, tout à fait. Et des études récentes, notamment du CESE ou de l'ANSES, sont très intéressantes sur la question. En fait, déjà, aujourd'hui, il y a un nouveau vocabulaire qui est en train d'émerger. On parle d'école humide. D'école humide, c'est ça? Oui, l'école humide. Et ça veut dire quoi? Avant, on distinguait un peu l'école blanche d'école bleue. L'école humide, en fait, ce sont les travailleurs qui seront exposés au réchauffement climatique. Donc, ils auront chaud, donc leur col deviendra humide. Ok. Et en fait, c'est toutes les conditions de travail qui vont... c'est un exemple parmi d'autres, mais d'évolution des conditions de travail. Je travaille dans le BTP, il fait chaud, il fait froid, il pleut, en lien avec le changement climatique tout de même. Eh bien, mes conditions de travail vont être affectées. Donc ça paraît d'évidence. Mais je travaille aussi en lien direct avec de la clientèle ou des usagers. Eh bien, on sait qu'en période de canicule, les gens dorment moins bien et peuvent être plus agressifs. On peut imaginer. Voilà. Donc concrètement, ça aussi, ça va avoir un impact sur mes conditions de travail. Ok. Mais donc ce que tu dis, c'est finalement il faut arriver à changer de regard complètement sur le dialogue social pour intégrer cette question du changement climatique ou de la transition écologique à chaque instant du dialogue social. Voilà, mais ce qui veut dire du coup un niveau de sensibilisation beaucoup plus fort, à la fois côté des représentants du personnel et à la fois aussi du côté de la direction. Tout à fait, et c'est important. Et les choses sont quand même en train d'évoluer. Les gens sont de plus en plus sensibilisés, parfois formés, mais il y a un effort de pédagogie, mais même au-delà de l'entreprise, il y a un effort de pédagogie nationale sur le sujet. En fait, beaucoup de personnes, il y a 9 actifs sur 10 qui sont inquiets en lien avec le changement climatique, mais on se sent un peu démunis. Donc il y a vraiment un effort de formation, de sensibilisation sur ce sujet, pour que ce ne soit pas le sujet tout en bas de la pile, mais un sujet où on se dit que c'est vital. Et donc, on doit tous y aller, qu'on doit libérer les énergies pour que tout le monde ait des idées sur le sujet et que tout le monde ait envie d'adresser le sujet. Est-ce que tu connais aujourd'hui des entreprises ou des secteurs d'activité qui ont des bonnes pratiques ou qui sont en avance tout simplement sur cette question? Il y a 5 ans, j'aurais été un peu désespérée. Je peux imaginer. Aujourd'hui, si tu l'es un peu moins, c'est déjà pas mal. Voilà, je le suis un peu moins, donc je ne suis pas encore dans l'euphorie. D'accord. Mais oui, on commence à voir un certain nombre d'entreprises ou d'initiatives en matière de transition écologique et de dialogue social. Notamment, on a eu un accord national interprofessionnel, donc qui est signé au niveau national interprofessionnel sur la transition écologique, donc a commencé un petit peu à faire bouger des lignes. On a certaines branches une branche qui a pu, dans le secteur pharmaceutique,
pharmaceutique négocient un accord sur la transition écologique. Donc ça, c'est intéressant. Et comme on l'a vu, pour moi, c'est pas un accord sur la transition écologique, c'est tout le dialogue social qui doit être irrigué par la transition écologique. Et aujourd'hui, dans ce que font les entreprises, l'industrie est clairement confrontée à ces questions-là. Le secteur de l'automobile est touché de plein fouet. Donc aujourd'hui, le secteur automobile repense quand même ses activités, repense son business model. Et ça a un impact sur l'emploi. Donc, dans les négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels des salariés, c'est des sujets qu'on commence vraiment à adresser avec une volonté de mettre en place des politiques de formation, des politiques pour éviter que les gens restent sur le bord du chemin, parce qu'il y a un enjeu d'emploi qui est énorme. Il y a des personnes dont les compétences seront obsolètes en raison de la transition écologique. Ensuite, il y a des structures diverses et variées qui peuvent mettre en place aussi, ce que je trouve très intéressant, des parcours de sensibilisation et de formation pour leurs collaborateurs. Okay. Plein de modules qui vont expliquer la transition écologique, le changement climatique. C'est le début de la prise de conscience collective. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui mettent en place la fresque du climat. Donc ça, c'est la base. Okay. On peut aller beaucoup plus loin. J'imagine. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'observes des organisations syndicales qui s'emparent du sujet et comment tu évalues un peu le niveau de maturité des professionnels du dialogue social sur cette question de la transition écologique ? Alors aujourd'hui, pratiquement toutes les organisations syndicales s'emparent du sujet. Donc à différents niveaux. Mais dans chaque organisation syndicale, il y a des représentants qui se spécialisent sur le sujet et qui ont vocation à transmettre, un peu comme des ambassadeurs, à d'autres représentants de l'organisation des leviers d'action. Ils réalisent des études, ils mettent en place des dispositifs et des outils pour adresser cette question. Après, s'agissant de la maturité globale, mais qui ne vise pas que les organisations syndicales, mais aussi les représentants dans les directions, le sujet est également variable. Donc certains veulent adresser le sujet et ont plus de connaissances sur le sujet, là où globalement, dans la majorité, ça reste encore émergent. Mais aussi, ça vient d'une difficulté organisationnelle. C'est-à-dire que dans beaucoup d'entreprises, on a la RSE d'un côté et les relations sociales de l'autre. Aujourd'hui, pour avoir une vision systémique, une approche globale sur ces sujets-là, il faut que les différents départements des entreprises se parlent. Et il y a besoin de regards croisés, de synergie de compétences pour adresser au mieux ce sujet. Est-ce que tu as des bonnes pratiques ? Est-ce que tu as observé des bonnes pratiques d'entreprise sur cette question que tu souhaiterais partager ? Alors, s'agissant des bonnes pratiques, oui. On voit quand même poindre un certain nombre de choses. Donc, on a déjà des organisations dont les leaders se forment sur le sujet. Okay. Donc, ce qui les amène à développer une nouvelle vision, ce qui est fondamental, parce que quand le leader n'est pas convaincu, c'est quand même beaucoup plus dur. Pour prendre un exemple auquel on ne pense pas nécessairement, le télétravail. Le télétravail, quand on regarde les accords télétravail, en fait, souvent dans le préambule, on dit c'est bien pour la transition écologique de faire du télétravail. Voilà. Et puis, on s'arrête là. Okay. Alors qu'en fait, le télétravail, pour télétravailler léger, il y a vraiment des méthodes. L'ADEME a décrit, notamment, un certain nombre de principes pour télétravailler léger. On est passé à côté, parce que le télétravail est passé globalement de 8% à 25% en France, on est passé à côté d'un déploiement du télétravail léger en France, parce qu'on n'a pas suffisamment adressé le sujet. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des partenaires sociaux ou à des responsables RH ou à des managers qui souhaiteraient aborder cette question ou à des entreprises qui souhaiteraient progresser sur cette question des liens entre transition écologique et dialogue social ? C'est sûr que c'est plus facile de progresser sur cette question dans une entreprise où le leader est convaincu. Donc il y a des parcours pour les dirigeants qui vont adresser le sujet de la transition écologique, qui vont les amener à avoir une réflexion par rapport à leur business model. Donc quand le leader est convaincu, en général, ça glisse un peu plus facilement. Okay. Après, s'il ne l'est pas, comment on fait ? Donc comment on fait ? Eh bien, il y a aussi la question de la résilience des organisations. Donc si je ne le fais pas par conviction et un peu dans une vision humaniste, concrètement, mon business model va quand même être impacté par la transition écologique. Quand on a vu la crise de l'énergie, la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, comment ça a mis en tension un certain nombre d'entreprises en France, il faut bien se dire que dans quelques années, avec les changements climatiques et les crises énergétiques qui vont advenir, ça va devenir un vrai sujet.
Donc ce que tu dis, Marie, c'est que finalement la solution, c'est vraiment d'intégrer cette question de la transition écologique à la fois dans la stratégie de l'entreprise, à la fois dans son volet économique, mais aussi dans sa stratégie sociale. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas une négociation ou qu'il n'y ait pas un sujet où à un moment on pense à cette question de la transition écologique dans une logique aussi d'anticipation, en faisant les liens avec les conditions de travail ou les dispositifs de rémunération ou de trajectoire professionnelle. Tout à fait, c'est exactement ça. Aujourd'hui, en fait, la transition écologique doit intégrer la stratégie sociale et économique de l'entreprise. Simplement, je ne pense plus qu'on est dans l'anticipation. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans l'adaptation. C'est très bien comme phrase. Marie, c'est quoi l'intérêt des organisations syndicales à s'emparer du sujet aujourd'hui ? Aujourd'hui, les organisations syndicales sont quand même à un tournant. Il y a quelques années, il y avait à peu près 30%, enfin il y a quelques dizaines d'années, il y avait 30% de salariés syndiqués en France. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 10%. Donc on a une décroissance quand même du syndicalisme en France et un enjeu pour les organisations syndicales à s'emparer de sujets nouveaux qui vont parler aux prochaines générations. Et aujourd'hui, la transition écologique est un sujet qui parle aux prochaines générations. Enfin, aux générations qui accèdent actuellement au marché de l'emploi. Donc pour moi, pour les organisations syndicales, il y a un enjeu parce que la transition écologique va avoir un impact sur le quotidien actuel des organisations syndicales, à savoir la défense de l'emploi, les conditions de travail. Donc c'est quand même un gros sujet du dialogue social. Et en outre, parce que pour renouveler les effectifs, il faut parler aux jeunes. Ok. Donc ce que tu dis, c'est que l'intérêt pour les organisations syndicales, c'est de s'adresser aux jeunes et c'est d'élargir un peu leur base en adressant des sujets qui sont au cœur des préoccupations des jeunes générations, mais aussi des moins jeunes générations, Oui, j'ai envie de dire. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, il y a à peu près 9 actifs sur 10 qui sont préoccupés par la situation en lien avec le changement climatique. Donc c'est énorme. On commence à parler d'un phénomène qu'on appelle l'éco-anxiété. C'est-à-dire des personnes qui vivent une réelle anxiété par rapport à ce futur qui n'est peut-être pas viable. Donc oui, de nombreux salariés sont concernés par ces questions de transition écologique. Une lecture inspirante à nous conseiller en lien avec ce sujet ? Alors moi, j'adore lire de la science-fiction. Le problème avec la science-fiction, c'est quand on parle de changement climatique, en général, on va plutôt vers l'effondrement et plutôt vers un futur post-apocalyptique. Après, il y a malgré tout quelques ouvrages qui commencent à tourner vers l'utopie et à nous dire que demain, on va peut-être y arriver. Et récemment, j'ai lu Le ministère du futur de Kim Stanley Robinson et c'était porteur d'espoir. C'était porteur d'espoir parce qu'on y arrivait à la fin. Donc là, je ne veux pas tout dévoiler, mais concrètement, dans l'histoire, c'est une organisation qui est mise en place par la COP29, qui s'appelle le ministère du futur, qui a vocation à protéger le vivant d'aujourd'hui, le vivant de demain, les générations futures. C'est pour ça qu'on l'appelle le ministère du futur. Et qui va mettre en place un certain nombre d'actions, d'influences pour arriver en fait à trouver une voie vers un capitalisme vert. Et ben, ça peut être très inspirant pour les pouvoirs publics de mettre en place un ministère du futur en France. C'est une des lectures préférées de Barack Obama. Très bien, et ben, j'espère que ça deviendra une des lectures préférées de nos hommes politiques, même si j'imagine qu'ils ont beaucoup de choses à dire en ce moment. Marie, est-ce que tu aurais une information presque confidentielle à nous partager ? Ce n'est pas une information confidentielle, mais c'est une information qui est encore trop confidentielle. La Convention des entreprises pour le climat, la CEC, est en train de créer un parcours sur dialogue social et environnemental. Et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est vraiment la volonté d'associer toutes les parties prenantes à la question de la transition écologique. La Convention des entreprises pour le climat a formé un certain nombre de leaders sur le sujet de la transition écologique et les a amenés à des réflexions qui sont intéressantes par rapport à leur business model et comment mieux intégrer la transition écologique dans leur business model. Et aujourd'hui, la volonté, c'est d'élargir les parties prenantes et notamment de s'adresser aux parties prenantes du dialogue social. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Et on espère du coup qu'elle sera un peu moins confidentielle. Et on espère qu'elle sera moins confidentielle, exactement. Marie, merci beaucoup pour toutes ces informations et pour ton regard sur le sujet, qui j'espère pourra inspirer nos auditeurs, qui soient représentants du personnel, salariés, managers, responsables RH, à intégrer un peu plus cette question de la transition écologique dans le dialogue social. Merci Arnaud, et je l'espère, parce que c'est important pour nous tous.